Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Comment améliorer la qualité et le cadre de formation dans les institutions d'enseignement supérieur? La ministre de tutelle, selon les directives du chef de l'État, en fait une véritable priorité. C'est dans ce cadre que Dr Diaka Sidibé a visité certains instituts ce mercredi pour un état des lieux. Éventuel transfert des compétences de la CENI au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la question divise les acteurs politiques car les uns saluent l'initiative, les autres émettent des doutes sur la sincérité du département. Notre angle de ce soir nous amène auprès des dockers, la cherté de la vie, les accusations de vol. Ils en sont aussi victimes et vous les verrez en pleine action dans ce journal. Et c'est une nouvelle qui nous est parvenue ce soir. Aminata Touré, maire de Kaloum, n'est plus la fille unique de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, a rendu l'âme ce soir au Maroc où elle était hospitalisée depuis un certain temps. Selon les informations qui nous sont parvenues, elle a subi une intervention chirurgicale qui n'aurait pas été concluante. Paix à son âme. Je vous le disais à l'instant, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a visité ce mercredi l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubreka, l'ISIC de Kountia et l'Institut supérieur de l'architecture de l'urbanisme. Globalement, son constat révèle un manque d'équipement et d'infrastructures dans ces différents instituts. Dr Diaka Sidibé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, envisage de déployer tous les moyens pour améliorer les offres et le cadre de formation des étudiants et enseignants. Alseni Bari, Yacouba Traoré pour plus de précisions. Cette tournée de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation est une instruction du chef de l'État. L'idée est de s'enquérir des réalités dans les différentes institutions d'enseignement supérieur. À l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubreka, première étape de cette tournée, les difficultés sont d'ordre infrastructurel, le manque d'équipement, d'ordinateurs, de logiciels et d'autres instruments didactiques. À l'ISIC de Kountia, l'Institut manque de caméras, d'ordinateurs ainsi que d'équipements d'infographie. Nous n'avons qu'un seul bus au sein de notre institut, ce qui ne facilite pas le déplacement. Et en plus de cela, à l'ISIC de Kountia, les cours qu'on suit, il y a des cours qui se retrouvent sur le net. Donc nous avons également besoin de connexion Internet Wi-Fi fiable pour suivre ces cours. À cela s'ajoute le problème d'infrastructure et de salles de classe exiguës. Une réalité presque partagée par la plupart des instituts visités. L'institut est devenu petit par rapport à son effectif. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la mise en valeur de notre site de Wankifon. Les difficultés que nous avons remontées à Madame, c'est toujours le problème de local, parce que nous sommes encore sur le campus de Gamal. Nous avons dit que nous avons notre propre site qui est à Amafreya, c'est le site de l'ISO qui est à près de 32 hectares maintenant. Nous avons tous les papiers afférents à ça pour que vraiment nous soyons accompagnés. La ministre rassure de sa ferme détermination à offrir un système d'enseignement de qualité avec des offres de formation de qualité et compétitive dans un cadre d'apprentissage attrayant. L'attractivité des institutions d'enseignement, ce n'est pas que l'enseignement supérieur, c'est aussi le cadre de vie. C'est les salles de classe, ce sont les centres informatiques, ce sont les amphithéâtres, les salles de spectacle pour certaines institutions qui sont dans ce sens-là. Donc le département est là pour accompagner toutes ces actions et afin que concrètement on puisse sortir le système de l'enseignement supérieur de l'ornière. Cette tournée n'est pas une première, elle devrait s'étendre dans d'autres institutions du pays. Restons dans ce cadre pour dire qu'un atelier sur la préparation des candidats guinéens à la session 2022 des comités consultatifs interafricains CAMES s'est tenu ce mercredi, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il vise à aider les enseignants-chercheurs ayant candidaté afin d'éviter les cas d'échec. Les candidats seront assistés par 6 experts nationaux. Plus de détails avec André Moussier, Milimono et Aliouba. Préparer les enseignants-chercheurs guinéens à soumettre leur candidature afin d'accéder aux différentes fonctions du CAMES,
C'est l'objectif de ces assises. Le département de l'enseignement supérieur souhaite minimiser le taux d'échec des candidats guinéens pour le CAMES. De nos jours, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique sont confrontés à de nouveaux défis à relever pour lesquels le CAMES peut jouer le rôle de partenaire privilégié et de facilitateur. La Direction générale de l'enseignement supérieur a tenu, avec l'accord de Madame la ministre, à l'organiser à l'intention des enseignants-chercheurs pour une meilleure participation des IES guinéennes aux activités du CAMES. Pour cette année 2022, ils sont au nombre de 80 enseignants-chercheurs à soumettre leur dossier de candidature. Ils seront coachés par 6 experts nationaux ayant une parfaite maîtrise des procédures du CAMES. Ce qu'on peut s'attendre de nous, de façon générale, c'est de constituer correctement nos dossiers, surtout suivre les experts. Le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur a mis un accent particulier sur l'importance de cet atelier avant de louer les efforts fournis par les experts ici présents. La situation du personnel enseignant en Guinée, je veux parler des enseignants-chercheurs, est sombre. À date, sur les 3033 enseignants que nous avons, moins de 20% ont le doctorat. Nous n'avons que 4% de professeurs. Si nous nous prenons garde, dans quelques années, on risque d'avoir le gros lycée. C'est pourquoi, chers experts, ce travail que vous faites va nous aider à avoir des professeurs de rang A. Dr Fassine Conté a réaffirmé l'engagement de son département à poursuivre sa politique de qualification et la promotion des enseignants-chercheurs guinéens à l'international. Je vous le disais également en titre que les avis divergent sur l'éventuel transfert des prérogatives de l'organe de gestion des élections au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. Si certains hommes politiques approuvent cette décision, d'autres restent dubitatifs quant à la crédibilité de l'administration qui est partie prenante de l'État. Reportage Fatoumata Bintabari, Aboubakar Keke Bangora. Même s'il n'est pas officiel, ce possible transfert des compétences de la Commission électorale nationale indépendante CENI au MATD a été bien accueilli par le président du PADES. Dr Ousmane Kaba se dit victime de l'organe de gestion des élections lors des précédentes élections. Il estime que le gouvernement est apte à organiser les élections tout en mettant en place un organe de veille. Moi, je pense que c'est une excellente décision que j'approuve. Je préfère que le pouvoir soit en face de nous et que nous ayons un organisme de veille, une structure de veille pour contrôler ce que fait l'État, que de créer une CENI qui était très coûteuse. À l'instar des pays développés, le gouvernement peut bel et bien organiser des élections, selon le président du collectif pour la transition en Guinée. Mais la question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle de savoir si la crédibilité et l'impartialité sont de mise. Sauf si le ministère fait le travail que le ministre a commencé de rassemblement, d'apaisement, de négociation, de concertation, je ne crois pas qu'il y ait assez de confiance en la capacité du ministère d'organiser des élections de manière carrée. Pour le moment, aucune décision officielle n'a filtré sur cette éventualité. Le président du modèle estime que l'exécution de la décision demande toute une procédure. La classe politique qui est concernée par les élections dont on parle, nous sommes les compétiteurs électoraux et elle a son mot à dire. Donc pour le moment, je pense qu'on doit se dire que ce sont des annonces. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut examiner tout ça. Il est important de préciser que c'est lors de la rencontre du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avec les partis politiques que Mori Kondé lui-même a donné les raisons du transfert de certaines prérogatives de la CENI au MATD. La Guinée est à une phase historique qu'on ne doit pas rater. Il faut l'aborder avec beaucoup de sincérité. Ces propos sont du président du collectif pour la transition qui dit se battre pour le bien-être du Guinéen. Au cours d'une interview accordée à notre rédaction, Sorel Keïta a jeté un regard sur les actes posés par le pouvoir dirigé par la junte. Mariam Fodé Camara, Aliouba pour le décryptage.
Le président du collectif pour la transition a foi en la capacité du président, colonel Mamadi Doumbouya, à travers les actes déjà posés par celui-ci et pense qu'il faut poursuivre le processus. Les premières déclarations sont plutôt satisfaisantes. Les premiers actes sont très forts. Il faut poursuivre le processus de rassemblement des Guinéens. Jusque-là, le CNT n'est pas mis en place, mais éventuellement, le président du collectif pour la transition pense qu'il ne faut pas mettre n'importe qui dans l'institution. Le plus important pour Sorel Keïta, il faut que les Guinéens soient capables de trouver la solution à leurs propres problèmes. Je pense peut-être que c'est la volonté de bien faire, de ne pas choisir n'importe qui et de ne pas brader la mise en place du CNT. C'est peut-être ça. Profitons pour se parler. Il faut que les Guinéens se parlent et qu'on mette sur la table tous nos différends pour essayer de trouver ensemble la solution à notre problème. Parce que si on n'est pas unis, ça sera très difficile d'arriver à sauver ce pays. L'homme est-il pressenti à la tête du CNT sans le confirmer, mais Sorel Keïta dit être disposé à accompagner la Guinée dans cette période transitoire. Pour cela, il se met à la disposition de son pays pour apporter sa part de contribution au développement de la Guinée. De toute façon, je suis à la disposition de mon pays, mais que ce qui m'intéresse, c'est apporter mes compétences, les petits talents que je peux avoir, mais surtout la grande soif, passion, amour, le grand amour que j'ai pour ce pays. Moi, mon principal combat, c'est comment faire en sorte que le Guinéen vive mieux, comment faire en sorte que le Guinéen le plus pauvre, le plus modeste, ait une vie meilleure. Le président du collectif pour la transition en Guinée compte installer des antennes relais en Guinée qui, pour l'instant, n'existent pas physiquement. La monnaie guinéenne se stabilise par rapport aux devises ces derniers temps. Aujourd'hui, 100 $ s'échangent à 915 000 francs guinéens et 100 € est monnayé à 990 000 francs guinéens. Cette baisse des devises a bien ses raisons. Toutefois, le pouvoir d'achat des Guinéens est toujours insupportable. L'appel de ces derniers à l'endroit des nouvelles autorités est pressant. Djibril Ba, Ousmane Sissé se sont intéressés à ce sujet. Voici le reportage. Les prix de la composante alimentaire et les difficultés d'approvisionnement des marchés en produits locaux de consommation ne laissent pas insensibles les ménages. Leur pouvoir d'achat étant dessous de leur espérance, cette réalité n'échappe pas aussi aux vendeuses. Nous demandons au colonel Doumbouya de s'impliquer pour la diminution des prix. Comme ça, les commerçants seront obligés de se plier. Il faut que les autorités aident les agriculteurs, leur donner des intrants. Ceci nous permettra de faire nos petits commerces. Il faut vraiment les aider. Le franc guinéen s'apprécie à cause des mouvements commerciaux effectués avant la fin de l'année. Mardi 11 janvier 2022, le dollar s'échange à 9003,9, l'euro se convertit à 10 189,7, alors qu'au mois de septembre, 100 $ se convertissaient à 990 000 francs guinéens. Il y a surtout une chose, c'est que pendant que le défunt régime était là, il y avait beaucoup d'administrateurs qui se portaient acquéreurs de devises sur le marché parallèle. C'est-à-dire que c'était des sorties sûrement frauduleuses de devises, c'est-à-dire de la liquidité guinéenne. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas passer par le marché formel pour pouvoir acquérir des devises, ils passaient par le marché parallèle. Une situation à laquelle le Guinéen pouvait en profiter. Malheureusement, nombreux sont les commerçants qui ne peuvent pas revoir à la baisse maintenant les prix de leurs marchandises. Les vendeuses des produits locaux ne sont pas en reste. Les effets des stocks, l'inertie de l'État à contrôler les prix sont entre autres démonstrations qui justifient cet état de fait. Quand ça diminue, nous avons beaucoup d'avantages. Parce que nous ne voulons pas que le devise monte. On ne cessera jamais de le dire, le Guinéen doit profiter des ressources du pays. Ceci passera nécessairement par le développement des services sociaux de base, la construction des routes par exemple, la mise en place des structures de régulation du marché peuvent donner une force à la monnaie locale. Le conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée a tenu sa session ordinaire ce mardi. Les travaux ont porté sur l'examen et l'approbation du budget de fonctionnement 2021. D'autres sujets, le fonctionnement des sociétés minières sur le terrain ont également été abordés. Le point, c'est avec André Mossier Milimono et Djibril Kabak Kamara.
Les membres du conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée ont au cours de cette session passé en revue les actions menées durant l'année écoulée. Le président du conseil d'administration se dit satisfait du bilan malgré la présence du Covid-19, mais aussi les récents événements du 5 septembre ayant entraîné le pays dans une période de transition. Nous avons engagé un certain nombre de mesures visant à conforter et à sécuriser les investissements dans le secteur minier. Nous avons engagé de grandes discussions avec un certain nombre de syndicats, avec également les structures déconcentrées de l'État, pour pouvoir prévenir justement les conflits sociaux. La Chambre des mines de Guinée se veut être un pont entre les sociétés minières et les populations à la base. Elle souhaite également renforcer la riposte contre le Covid au sein des sociétés minières. Pour cette année en cours, plusieurs perspectives sont projetées. La mise en œuvre de tous les programmes de gestion des effets cumulatifs des impacts environnementaux. Donc ces impacts-là vont être pris en charge désormais par le réseau environnement bauxite que nous avons créé dans la région de Bouquet, qui va veiller à ce que la multiplication des effets sur l'environnement soit suivie, monitorée et des actions de restauration soient menées afin que l'impact de nos activités dans la région de Bouquet soit rendu au minimum. 3 sociétés minières ont rejoint la Chambre des mines de Guinée en 2021. Ces entreprises justifient leur adhésion par les résultats qu'elles jugent élogieux. Adhérer à cette organisation, ce n'est qu'un plaisir pour la société Predictive Discovery. Les projets qu'ils nous ont présentés de notre adhésion à cette société et à cette chambre, ces projets nous ont beaucoup plu. La Chambre des mines de Guinée s'est inscrite dans la logique de la refondation de l'État telle qu'estimée par les autorités de la transition. Comment lutter contre les fuites d'eau et améliorer les recettes de la SEG? L'Agence française de développement a trouvé une réponse. Elle a livré ce mercredi un important lot de matériel à la SEG dans la composante 1 du projet d'amélioration des critères technico-commerciaux, des tuyaux, des compteurs et des bouches à clé pour réduire les pertes d'eau très fréquentes dans le pays. Mamadou Saliouba et Ibrahima Souma. Dans certains quartiers du pays, l'eau coule tous les jours, toutes les périodes de l'année. La faute aux installations de la SEG, parfois anarchiques, surchargées, défaillantes, qui libèrent des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau et qui coûtent cher à l'État. Non seulement une perte d'eau, mais perte aussi de recettes. Donc ces pertes causent d'énormes préjudices à la SEG parce qu'elles sont à la base un peu du manque de recettes. Alors, pour régler toutes ces fuites, améliorer les recettes de la SEG et répondre à la demande des clients, l'Agence française de développement AFD a financé un projet de la SEG à hauteur de 30 millions d'euros. Ainsi, des tuyaux, des compteurs, des GPS, des bouches à clé et bien d'autres matériels sont achetés et remis cet après-midi à la SEG. Une autre façon d'améliorer les performances de notre société et accroître nos revenus passe forcément par la maîtrise des pertes d'eau sous toutes ses formes. Et ces équipements que nous venons de recevoir seront mis en œuvre à cet effet, car le niveau des indicateurs dans la zone du projet est largement inférieur aux standards internationaux, contrairement à plusieurs sociétés d'eau sœurs. Jusque-là, et selon l'AFD, seuls 20% de l'eau était facturée en Guinée. Pour inverser ces tendances, rien de plus que d'accompagner l'État. En plus du matériel destiné à améliorer et à normaliser le réseau, 12 véhicules 4x4 sortis d'usine sont offerts, 15 motos et 10 ordinateurs mis à la disposition de la SEG par l'AFD dans la composante 1 du PACT. Les véhicules sont issus du contrat avec le groupement Eiffage Génie Civil et la société Wallonne des Eaux, chargée de la réalisation des travaux. Et il faut noter que 33 containers, soit plus de la moitié de ce qui est prévu, ont déjà été livrés et vont permettre de lancer très prochainement les travaux dans la commune de Matoto. Connaissant l'engagement de notre gouvernement et le dynamisme des acteurs des chaînes de valeur, je n'ai aucun doute que ce projet PAC contribuera à la transformation structurelle et opérationnelle de la SEG.
Le projet dure 36 mois. Il concerne la commune de Matoto à travers les agences de Yimbaya, Matoto et Kuntia. La composante 2 vise à sécuriser et à réhabiliter les ouvrages de production de la SEG à travers le pays. L'installation du matériel a déjà commencé pour réduire les fuites, améliorer la desserte et renflouer les caisses de l'État. Dans le même cadre, la prolifération des forages dans le pays provoque de multiples problèmes. Malgré ses avantages, le manque de professionnalisme dans sa réalisation engendre des conséquences sur l'environnement, mais également provoque des pathologies chez la population, des conséquences qui pourraient parfois conduire à la mort. Diena Bangoura et Abdoulaye Kamara. Dans la capitale, certaines familles réalisent des forages d'alimentation en eau potable, parfois contre leur gré. Si certaines tiennent compte des paramètres pour l'installer, d'autres cherchent juste à s'en procurer tout en ignorant l'environnement dans lequel l'eau est prise. Vous voyez, on vient dans les fossés. Imaginez prendre ton souvenir, mettre dans un fossé. Tu pues ça, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se trouve dedans. On a assez de forages et là qui détruisent, je dirais, parce que ça a un impact sur tout ce qui est nature. Parmi ces forages qui sont là, il y a beaucoup de différences entre eux, quoi. Il y a beaucoup de différences par rapport au goût. Chaque maison de luxe a son forage et chaque immeuble en possède. Des forages sont implantés sous la fondation de ces mêmes infrastructures, ce qui pourrait entraîner un affaissement ou un glissement de terre à travers l'eau puisée, explique Mohamed Touré. Dès la réalisation des forages, on voit que l'eau est claire et puis on vient installer une pompe et puis c'est fini. On ne fait pas ce qu'on appelle l'essai de pompage. C'est une opération qui permet ici d'évaluer la capacité de production ou la capacité plutôt d'exploitation de l'ouvrage. Le forage en contact avec l'eau de ruissellement cause de multiples maladies. Vous avez les enterobactéries, vous avez les shigelles, vous avez les Escherichia coli. Et ces bactéries consommées à partir de cette eau qui est souillée, ça peut entraîner vraiment des diarrhées, qu'on appelle les diarrhées d'origine bactérienne, il y a les causes virales, il y a les causes parasitaires. Donc toutes ces infections-là, à partir de cette eau qui est souillée, peuvent entraîner la mort. Pour éviter les risques liés au forage, il est donc conseillé de faire des analyses psychochimiques et bactériologiques. Autre chose dans cette édition, les engins roulant souvent en panne sont abandonnés parfois au milieu de la circulation routière dans la capitale Conakry. Les conséquences de cette pratique s'expliquent souvent par des embouteillages et les cas d'accidents de la circulation. Les citoyens dénoncent le phénomène et interpellent la gouverneure de la ville de Conakry et le directeur central de la sécurité routière. Le point, c'est avec Justin Leno et Ibrahima Sori à 5 Souma. Des véhicules en panne, vétustes ou non, sont visibles sur le long des artères. Sur le tronçon Matutu-Sangoya, ces taxis et ces gros porteurs entrés en collision dans la nuit du dimanche à lundi ont mis du temps au milieu de la route avant d'être enlevés par les propriétaires. Le phénomène, qui est d'actualité à Conakry, crée parfois des embouteillages et empêche la fluidité de la circulation routière. Faciliter la fluidité implique notamment que la voie publique soit totalement dégagée. Essayons d'être une ville moderne. C'est comme ça que les autres font ailleurs. On ne peut jamais être à l'aise à Conakry quand nous-mêmes, nos infrastructures sociales de base, nous ne les prenons pas au sérieux. Nous ne sommes pas rationnels par rapport à ça. À Wanindararay, sur la route Le Prince, la pratique a déjà entraîné plusieurs cas d'accidents de la circulation ayant endeuillé plusieurs familles. Ces jours-là, les citoyens de la localité sont descendus dans les rues pour dénoncer ces comportements. Il y a tellement d'accidents et à chaque fois qu'il y a un accident, malheureusement, on n'a pas de victime pour rencontrer après. La personne, elle décède automatiquement. Sur le terrain, la police routière travaille avec la garde communale, mais leur effort est souvent mis en cause. Comme à notre absence, quand il y aura la soirée comme ça, les gens profitent. Nous, on est venus pour ça, on va mettre toutes les possibilités sur ça. À la direction centrale de la sécurité routière et au gouvernorat de la ville de Conakry, des sanctions pourraient être prises dans les jours à venir contre les occupants illégaux de la voirie urbaine.
L'Office national antidrogue a fait une double présentation des individus en conflit avec la loi ce mercredi. Le premier est poursuivi pour séquestration suivie de viol sur mineur pendant une période de 12 mois. Le présumé violeur s'est fait passer pour un marabout pour tromper la jeune fille. Le deuxième est accusé de détention d'une importante quantité de drogue. Mamoudou Boulere Diallo pour le reportage. Sur le cas des viols, la victime dit avoir été envoûtée pour être à la merci de son bourreau. L'atrocité a duré pendant 1 année selon son témoignage, confirmé par l'auteur du viol qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés. L'homme à la braquette facile s'est fait passer pour un marabout. Il m'a demandé de se coucher ensemble. Je dis, je n'ai jamais fait ça. Il m'a dit, si tu ne fais pas ça, j'ai le serpent avec le scorpion. Il a commencé de me frapper. Maintenant, il m'a déviégé maintenant. J'ai pleuré pendant les 1 an. S'il a besoin de moi, quand je refuse, il me frappe. Devant les médias, le mis en cause n'a pas hésité de se déclarer l'homme qui a déviégé la jeune élève de 17 ans. Il a reconnu. Et il a reconnu avoir enlevé la fille, la violée, la séquestrée. Il est là, hein, je le parle devant lui, celui qui nous a dit. Durant 1 an. Lui dit 10 mois, mais les parents de la fille disent 1 an. Le deuxième cas est la détention puis consommation de drogue. L'Office national anti-drogue a mis main sur 2 individus en possession d'une importante quantité de chanvre indien. 2 tonnes 200 kg a été saisi le long de la frontière de la Guinée. Je vais dire en haute banlieue, parce que la frontière la plus proche de la Guinée, de Conakry, de la capitale ici, c'est vers le Fourcaria. Imaginez qu'à moins d'1 heure de temps, on a cette quantité en Conakry ici. Et c'est destiné à qui? À nos enfants qui sont là à l'école. Le colonel Moussa Kegboro Kamara et ses hommes de service de lutte contre la drogue et le crime organisé demandent la collaboration de tous pour combattre l'insécurité en Guinée. Les 3 individus présentés à la presse ce mercredi sont déjà déférés devant la justice pour être jugés. La radio Espace s'apprête à célébrer ses 15 ans d'existence. À l'occasion, les directeurs régionaux du groupe Adafo Média ont offert une importante quantité de ciment au PDG Lamine Guirassi. L'objectif est d'apporter leur soutien aux travaux de construction du nouveau siège de Adafo Média à Conakry. Compte rendu signé Dienebemba Koulibaly et Elhaj Aliouba. Il s'agit de 6 tonnes de ciment qui ont été remises au président directeur général du groupe Adafo Média. Un geste des directeurs régionaux qui traduit leur engagement auprès de Lamine Guirassi et de tout le groupe pour la suite des travaux de réalisation de ces différents chantiers, mais plus particulièrement du siège social situé à Bonfi. Nous, on a pensé qu'il faut vraiment le faire. Aujourd'hui, si on dit Adafo, c'est une famille, il faut que ça s'explique aussi dans les actes. Envoyer une image très forte à la population, à ses téléspectateurs, à ses auditeurs qui ne cessent de nous suivre. Visiblement ému, le nouveau directeur général du groupe Adafo Média n'a pas caché sa satisfaction. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que ce sont nos gouverneurs de région. Ils se sont toujours montrés responsables et soucieux du devenir de notre grand groupe. Donc c'est un grand sentiment de joie qui m'anime, de satisfaction. Pour célébrer les 15 ans de Radio Espace Guinée, la direction générale du groupe organise un concert avec en tête d'affiche le rappeur français Youssoufa et toute la crème de la musique guinéenne à Conakry, le vendredi 14 janvier au stade de Petit Sori de Nongo et le 15 à Boké. Et puis, à quelques jours de la célébration des 30 ans d'Armentine en Afrique, la société Edacom a invité de nombreux artistes guinéens à venir faire la fête à la foire internationale de Conakry. Des produits Armentine comme le lait, la sardine, les boîtes de tomates ou encore du Nescafé ont été exposés samedi dernier au Palais du Peuple. Reportage Marissa Camara et Aliouba. La clôture de la foire internationale de Conakry a connu une forte mobilisation des artistes qui ont assuré le show avec Edacom. Edacom, une société d'importation des produits alimentaires en Guinée.
Les produits Armanti ont justement 30 ans en Afrique. Une grande satisfaction pour les travailleurs d'Edacom. Bon, 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Si Armanti Afrique se réjouit de fêter ses 30 ans, c'est que le produit il est bon pour la consommation. Donc, Armanti Afrique, on est présent partout, dans plusieurs pays en Afrique d'ailleurs, tels que la Guinée, où nous, Edacom, nous sommes les représentants agréés de Armanti. Accompagné d'une équipe dynamique, Edacom met sur le marché guinéen le meilleur produit pour la consommation. Vendre un bon produit, ce n'est pas aussi difficile. Je pense que ça nous a permis encore d'atteindre beaucoup de cibles parce que la cible, c'est d'avoir le produit dans le dernier ménage de la dernière localité. Donc, côté Conakry, avec la foire internationale, je pense qu'on a su conquérir beaucoup de consommateurs Armanti parce qu'il faut le reconnaître, c'est disponible à la satisfaction des consommateurs. Les produits Armanti sont distribués dans les 33 préfectures de la Guinée. Son PDG a une grande vision. Il compte mettre en place une unité de production locale pour promouvoir l'employabilité des jeunes en Guinée. Parlons sport. Maintenant, la Guinée devra se transcender face au Sénégal. Inutile d'adopter un plan anti-Sadio Mané. Le sélectionneur Kaba Diawara doit instaurer un schéma qui correspond au profil des joueurs dont il dispose pour l'animer. Ce sont les suggestions et conseils de Fodé Mansaré, ancien défenseur du Sili, qui garde encore à travers sa gorge l'élimination de la Guinée en 2006 en quart de finale. C'était au micro de Paul Fatia Tunkara et Mohamed Bangoura. C'était aussi un vendredi en 2006 lorsque la Guinée se faisait éliminer par le Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis, la confrontation entre ces deux pays a un parfum singulier. À 48 heures de ce derby au compte de la deuxième journée de la poule B, les déclarations par médias interposés fusent de partout. En tout cas, la Guinée a rendez-vous avec son destin. L'histoire va-t-elle bégayer ou l'équipe de Kaba Diawara va-t-elle prendre sa revanche? Fodé Mansaré donne la recette, la clé de cette rencontre. Il faut qu'on défende bien. On défend bien, on arrive à gagner des duels au milieu et jouer avec nos atouts devant. Un match aux allures de retrouvailles entre Sadio Mané et Naby Keita. Faut-il instaurer un plan anti-Sadio? Fodé Mansaré répond. Moi, l'équipe de Sénégal ne me faut pas peur. Sadio, Ghana Gate, c'est au Paris ça. C'est dans leur club ça. Là, c'est notre réalité là, puisqu'on est en Afrique. Donc si je pense que les enfants jouent avec la détermination, avec le compact et jouer ensemble, défendre ensemble, attaquer ensemble, je pense qu'on peut s'en sortir. On peut avoir des surprises. Avec une défense fébrile, la Guinée doit prendre plus de garanties que de risques face à un effectif du Sénégal le plus cher de l'Afrique. Pour Fodé Mansaré, les joueurs doivent se transcender. Le Sénégal, c'est pas Malawi. Surtout des joueurs à 3 derrière, parce que nous, on n'a jamais connu ça. On a déjà en parlé avec Kaba. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Parce qu'à 3 derrière, déjà, on est fébrile. On n'est pas trop... Derrière, on n'est pas trop juste. Hein. Donc, on a parlé de ça à Kaba. Maintenant, c'est à lui de prendre sa décision. S'il va jouer avec 3-5-2 ou il va jouer avec 4-4-2. Guinée-Sénégal, c'est ce vendredi à 13 h au stade de Bafoussam. Et l'angle de la rédaction, c'est maintenant. On vous amène ce soir au cœur des marchés de Conakry pour parler du métier de docker. Vous les entendrez, ils font un travail assez particulier pour survivre. Des Guinéens et Léonais, tous se disent impactés par la hausse du prix du carburant à la pompe. Les femmes qui collaborent avec ces jeunes dénoncent quelques cas de vol orchestrés par certains dockers, des accusations qu'ils rejettent avec fracas. C'est un reportage grand format de Mamoudou Bouleri Diallo et de Yacouba Traoré. Ils rallient les marchés très tôt chaque matin pour attendre les femmes vendeuses pour débarquer leurs marchandises. Les dockers sont des jeunes qui font travailler la tête autrement. Ici à Matoto, ils ont même un organigramme, chacun gagne son pain. Ouais, il y a des 2 équipes ici, jusqu'à 3 équipes. On travaille ensemble, chacun a son travail. Il y a des autres, ils transfèrent le bagage, il y a des autres, ils balayent le marché des femmes. Il y a des autres aussi,
toujours, ils descendent les bagages dans le virking. Toujours, il y a des autres aussi à côté qui transportent les bagages pour les femmes. Si on a transporté, on dit les femmes, dépêche-toi, on doit aller, montre-nous où on dépose. Quand on ne veut pas le cal de vol, qui dit que tu as volé où est mon bagage, on ne veut pas ça. À Matoto ici. Il faut être direct. Si tu n'es pas direct, au nom de Dieu, mon frère, mon ami, tu es tort. Ce travail, ils disent le faire malgré eux. Certaines parviennent à tirer leur épingle du jeu et d'autres par contre peinent à s'en sortir. Mohamed Diallo pratique ce métier depuis maintenant 21 ans. Il rêve de voyager un jour loin de la Guinée à la recherche de meilleures conditions de vie. Mais il compte bien économiser pour éviter d'être victime de la migration clandestine. Ce que je gagne, je donne les parents un peu. Moi aussi, j'achète les habits avec les chaussures. Le restant, je fais l'économie un peu. Je mange un peu. Demain aussi, je sors à 5 heures. On voulait aider les parents quand il n'y a rien. Aussi, on pense avec notre grand frère, ils sont sortis aventure. On ne sait pas comment s'ils vont venir ou bien ils ne viennent pas. Je n'ai pas de moyen de sortir. Quand même, je débrouille ici en attendant. Le jour que Dieu est venu, je vais aller en aventure pour aider les parents. Les charges familiales, la pauvreté, ce jeune n'a rien vu venir. Il s'est retrouvé subitement dans ce métier qu'il pratique avec peu de fierté. On fait ce métier de docker, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On gagne difficilement à manger. La vie est dure ici à Conakry. Les frais de loyer ont augmenté. Nous aussi, nous avons augmenté le prix de notre service. Là où on a l'habitude de facturer 3 000, c'est maintenant 4 000 ou 5 000 francs guinéens. Parfois, on discute le prix. On gagne notre vie parfois, mais il y a des moments où on rentre bredouille. Même le transport, on ne gagne pas. Et quand c'est le cas, on marche pour rentrer à la maison. Pourtant, c'est ici qu'on est censé gagner notre vie. Ces femmes sont les principales collaboratrices de Docker à Conakry. Mais la nature de cette collaboration est basée sur une extrême prudence. Cette dame explique comment se négocient les prix de bagages avec les jeunes dockers. Quand les bagages viennent pour débarquer, on les donne 1 000 francs. Si c'est pour déplacer, pour aller quelque part, ils vont dire 5 000, ils vont dire 3 000 francs. Allez là même, ils sont mélangés. Il y a beaucoup de Sierra Leonais ici. Justement, ces jeunes dockers ressortissants de la Sierra Leone sont fortement représentés dans ce secteur en Guinée. Ils ont accepté de s'exprimer sur leur quotidien dans le pays du colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons nos frères ici, nos sœurs et nos oncles. Nous qui venons de la Sierra Leone, beaucoup ont décidé de venir ici à Matoto pour nous débrouiller dans ce métier de docker. J'ai fait 3 ans ici. Nous demandons de l'aide. Nous sommes vraiment nombreux ici. La confiance n'est pas forcément au top niveau. Des cas de vol de marchandises sont signalés par ces femmes. Elles ont d'ailleurs adopté une stratégie pour contrecarrer les voleurs. Si quelqu'un vient pour acheter les bagages avec nous, parce que nous on va en gros, ils vont nous demander, tu connais, tu connais Varikela? Si on dit oui, on nous connaît, on va lui donner les bagages pour envoyer. Mais si on dit on ne nous connaît pas, on ne lui donne pas les bagages. Des accusations rejetées avec fracas par les dockers. Mohamed Diallo est même très remonté contre ces genres de propos qui ne l'honorent pas. Il dit pratiquer ce métier justement pour éviter d'être traité de délinquant. S'il n'y a pas beaucoup de paiement, toujours on se patience. On ne vole pas, on ne fait pas escrutage pour faire le escroc pour avoir le manger. On n'a pas habité pour ça. On a habité pour le chercher espèces comme ça. On mange. Avant de voler quelqu'un, il faut travailler. Il ne faut pas mentir ton ami pour que tu vas avoir pour toi. Ce n'est pas bon. Toujours on se débrouille. On ne veut pas, notre amis, ils vont être voleurs ou bien être bandits. On te dit, prends le courage, on travaille ensemble. Si tu n'es pas acheté, on te laisse. Tu fais ce que tu veux. Le cas de vol, je ne suis pas là-dedans. Le groupe, je ne vais pas. Si je sors chez mes parents, chez moi seul, je rentre chez moi seul. Je ne suis pas derrière contre quelqu'un. Ceux qui ont un peu réussi s'achètent des charrettes ou des brouillettes pour transporter des bagages.
Une méthode qui leur permet d'éviter des courbatures devenues fréquentes, disent-ils. Oui, il faut un travail dur quand même. Des fois, même on refuse de les payer. Ils vont pleurer, ils vont dire pardon. On cherche le manger, donnez-nous l'argent, notre argent, mais on va les fatiguer avant de les donner l'argent. Selon ces jeunes dockers, le métier est très difficile à exercer. Ils n'ont pas opté parce qu'ils avaient le choix, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités d'éviter le chômage et ne pas devenir un délinquant ou un migrant clandestin. C'est la seule chose qui les motive ici chaque jour. Et les femmes aussi qui collaborent avec eux et ne souhaitent pas avoir un fils un jour qui devienne docker dans ces différents marchés de Conakry. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain quand il sera 22h à Bourtondé, c'est à Pita. Au revoir.